Alors effectivement, l'idée c'est qu'une fois qu'on pense à un diagnostic de déficit immunitaire, c'est les tests de première intention peuvent être assez faciles à réaliser, encore que le dosage pondéral des immunoglobulines, c'est pas toujours accessible facilement partout. Mais avant même d'y penser, parfois, sans qu'on y pense, on a devant nous un patient qui a un déficit immunitaire et on s'en rend pas forcément compte parce qu'il a des modes de présentation différents, complexes. Et là, je vais vous parler de déficits immunitaires humoraux, ou en tout cas avec une composante de carence de production en anticorps. Et donc, ce ne sera pas que des déficits immunitaires primitifs. Et vous voyez que d'abord, on doit penser aux déficits immunitaires secondaires qui sont quantitativement plus fréquents. On estime qu'ils sont environ 30 fois plus fréquents que les déficits humoraux primitifs, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne rentrerai pas. Mais de toute manière, qu'ils soient primitifs ou secondaires, le délai au diagnostic va avoir un impact sur la qualité de vie, sur la lourdeur des soins, et peut même impacter l'espérance de vie. Et bien sûr, on a parlé de l'entourage tout à l'heure et hier au sujet de la transition, et c'est très important. Donc, sans revenir sur cette définition que vous connaissez bien dans les déficits immunitaires, le tableau clinique peut être vraiment très complexe et parfois même nous conduire sur des pistes fausses longtemps avant de penser à un déficit immunitaire. Alors, par exemple, ça peut être des infections banales récurrentes, des infections pas banales, mais elles vont toucher un organe en particulier. La neurologie a été évoquée. Ça peut être compliqué de penser à un déficit immunitaire. Donc, il y a une perte de chance pour les patients et on a besoin de trouver des moyens de dépister mieux les choses. Alors pourquoi c'est important? On se rend compte ici, c'est une diapo que je vous ai déjà montrée hier, c'est les données du registre européen des déficits immunitaires, mais il y a la possibilité d'avoir des premiers symptômes de déficit immunitaire à tout âge et de toute nature. Donc il y a des symptômes infectieux, c'est ceux auxquels on pense le plus souvent, et c'est effectivement les plus fréquents, hein, on voit 68%. C'est de l'infection sans aucune composante de dysrégulation immunitaire. C'est là où on va plutôt penser à un déficit humoral. Mais il peut y avoir des patients qui ne vont se présenter que par exemple, une colite inflammatoire ou une atteinte respiratoire interstitielle, et chez qui il faudra quand même, bien sûr, rechercher un déficit immunitaire. Et vous voyez que au niveau européen, il n'y a que 3% des patients chez qui on a pu trouver un DIP seulement par des anomalies biologiques. Et parmi ces anomalies biologiques, il y avait les hypogamma-globulinémies. On peut faire une électrophorèse des protéines plasmatiques dans le cadre d'un bilan de santé, par exemple, et tomber sur une hypogamma-globulinémie. Et là, on enchaîne sur les tests à faire. Voilà. Donc, dans le registre français, qui est le registre du CEREDI, que je coordonne, il y a 8500 patients, on couvre plus de 200 000 patients année, et évidemment les déficits B sont les plus importants, 43%, DICV et non DICV à égalité, hein, donc dans les non DICV on va mettre les déficits en sous-classe d'IgG par exemple, le déficit en IgA, il y a d'autres formes de déficit B comme les A-gamma ou les syndromes hyper-IgM, mais même dans les déficits T, il peut y avoir une composante d'hypogamma-globulinémie, ce qu'on va évidemment trouver quasiment jamais chez les patients avec un déficit de l'immunité humorale. Et vous voyez, l'âge au premier symptôme, c'est 2 ans en médiane, c'est-à-dire que 50% des patients vont avoir des premiers symptômes avant l'âge de 2 ans, et que on a chez nous 5% des patients, c'est ce qui est en gras ici, je ne sais pas si on voit la série, oui, qui a une hypogamma-globulinémie. Je pensais, non, il n'y a pas d'effet laser, c'est pas grave. Alors, j'avais mis cette photo là en bas à droite de dépistage néonatal, je crois que j'ai déjà mis hier. L'état d'esprit, si vous voulez, c'est de dépister les nouveau-nés à la naissance pour une lymphopénie T sévère ou a fortiori les bébés bulles, mais il faudrait qu'on puisse faire la même chose pour les déficits en anticorps. Alors, on entend parler des TREX pour les déficits T, il y a aussi les CREX pour les déficits B, mais ça va être pour les déficits B très très profonds avec absence
de progéniteur B, ou en tout cas de lignée B aboutie, et ça va être essentiellement pour les maladies de type agammaglobulinémie, mais il y a toutes les autres formes d'hypogammaglobulinémie, comme les DICV, qu'on ne pourra pas dépister par cette méthode-là. Alors, c'est intéressant, on voit que là, le délai, la médiane de délai entre le les premiers symptômes et le diagnostic clinique pour un DICV chez les patients français, c'est quand même 5 ans. Et pour les autres formes de déficit B, c'est 2 ans et demi. Ça veut dire que pour les DICV, pour 50% des patients, il va y avoir un délai entre les premiers symptômes et le diagnostic qui va être supérieur à 5 ans. Donc il peut atteindre parfois 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Et on voit bien que pour ces patients-là, il peut y avoir vraiment une perte de chance et on aurait peut-être pu faire le diagnostic avant. Alors, souvent, les DICV se diagnostiquent chez les adolescents et les adultes jeunes, mais ou parfois pas si jeunes que ça, et donc en secteur adulte. Le test très souvent fait, c'est l'électrophorèse des protéines plasmatiques. Et vous voyez que ici, donc l'albumine, alpha 1, alpha 2, bêta et gamma ici, et donc vous voyez les gamma-globulines sont ici avec des normes qui varient en fonction des laboratoires et qui peuvent varier en fonction de l'âge. Et là c'est un patient qui est suivi dans notre hôpital et qui a une hypogamma sur l'électrophorèse. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de protéines qui peuvent être dans les différentes sections. Les immunoglobulines sont dans les gamma-globulines, c'est la part majoritaire des gamma-globulines, et donc il peut quand même, c'est pas forcément un bon test en soi pour dépister un déficit en anticorps un peu fin, comme par exemple des déficits en anticorps en réponse aux antigènes polysaccharidiques. Alors c'est pour ça qu'a été développé par notre collègue Stephen Jollis, notamment, qui travaille au Pays de Galles, au Royaume-Uni, cette approche qui est assez simple, parce que finalement, dans beaucoup de laboratoires à travers le monde, on peut dériver un surrogate marqueur, un marqueur qui peut nous permettre de penser à éventuellement rechercher un déficit humoral. Et ça s'appelle, ils ont appelé ça le calculated globulin. Alors c'est une valeur quantitative qui s'obtient simplement en faisant la soustraction du taux de protéines totale, la protidémie totale, moins l'albuminémie. Donc vous voyez, avec l'électrophorèse des protéines plasmatiques, on peut avoir ces éléments-là, plus le dosage des protides qu'on a assez facilement en biochimie. Et donc, comme les immunoglobulines, je vous l'ai dit, consistent en la part la plus importante de la composante des globulines, des gamma-globulines notamment, on peut rechercher une hypergamma, donc par exemple des paraprotidénémies ou des syndromes prolifératifs. Et là, ce qui va plutôt nous intéresser, qui peut d'ailleurs induire un déficit secondaire, mais ce qui va plutôt nous intéresser ici, c'est les hypogamma-globulinémies, qu'elles soient primitives ou secondaires. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des valeurs seuil qui vont permettre avec un maximum de sensibilité, de spécificité et de valeurs prédictives négatives et positives, d'identifier des patients, donc de faire un screening, un dépistage, pour pouvoir ensuite aller chez ces patients faire des explorations complémentaires. Et donc vous voyez ici la corrélation, et vous allez voir plusieurs diapos comme ça, entre le taux, la concentration plasmatique d'IgG et la valeur de calculated globulin. Et donc c'est plutôt dans cette zone-là qu'on va essayer de creuser. Alors, les calculated globulins, c'est pas un outil absolument parfait, hein, comme n'importe quel outil de dépistage. Par exemple, je l'ai dit, hein, il permet pas de dépister des déficits immunitaires humoraux un peu fins. Vous voyez, typiquement, quand on a un patient qui a un taux d'IgG plasmatique normal, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un vrai déficit humoral quand même. Hein. Donc, par exemple, on peut être amené à doser les sous-classes d'IgG. Il y a des patients qui ont de vrais déficits en sous-classe d'IgG, associés ou non à un déficit en IgA. On peut aussi rechercher les sérologies, doser les anticorps post-vaccinaux ou post-infectieux. Et chez ces patients-là, c'est intéressant, si on a fait une pneumonie à pneumocoque il n'y a pas très longtemps, si on a 0 anticorps anti-pneumocoque, il y a un problème. Alors ça, on ne pourra pas le dépister avec l'électrophorèse
électrophoreses ou avec les calculated globulines. Ça peut donner des résultats donc voilà, faussement négatifs, mais aussi dans d'autres cas, comme les hyper-alpha ou bêta-globulinémie, quand il y a une réponse accélérée, une réponse aiguë inflammatoire, par exemple, les injections intraveineuses peuvent transitoirement aussi normaliser les calculated globulines. Puis donner des faux positifs quand il y a par exemple des manifestations infectieuses ou inflammatoires ou quand il y a aussi des variations individuelles, notamment enfin voilà, individuelles ou alors des problèmes techniques de laboratoire par exemple. Donc, encore une fois, le message clé, c'est qu'il faudrait pas s'arrêter, comme il ne faut pas s'arrêter à l'électrophorèse des protéines plasmatiques, il ne faut pas non plus s'arrêter aux calculated globulines. Et si on a une vraie suspicion clinique forte, il faut doser les immunoglobulines G, A et M. Alors, il y a pas mal de littérature maintenant qui s'est développée depuis le premier papier de Stephen Joles en 2014. Et il y a ce papier australien qui a repris sur 2 ans et demi chez les patients hospitalisés en CHU de manière rétrospective les données de laboratoire. Et ils ont trouvé que quand ils prenaient un cut-off, une valeur seuil de 20 grammes par litre de calculated globulin, donc qui correspondait à moins du 2e percentile, il y avait le meilleur ratio en termes de courbe ROC, donc la Response Operative Curve, qui est un outil statistique qui permet de trouver les valeurs de seuil. Et donc, une valeur prédictive positive plutôt assez forte, de 82%, pour des patients qui avaient un taux d'IgG inférieur à 5,7 grammes par litre. Donc ça, c'est assez intéressant. Un autre papier, là, tout récent, qui a été mené par nos collègues brésiliens, qui recherchaient donc chez des adultes, comme pour le papier précédent, la corrélation entre le taux d'IgG et la fraction de calculated gamma globulin. Et ils ont trouvé, eux, une valeur de cutoff aux alentours de 24 grammes par litre pour avoir un maximum de valeur interne de performance de test, de sensibilité et de spécificité. Et sur une étude, donc sur cette étude en cours, avec 462 patients actuellement, ils ont trouvé une relation linéaire assez intéressante entre la valeur de calculated globulin et d'IgG, comme cela avait. Donc ils ont reproduit les données dans leur propre centre, avec leur propre laboratoire, leurs propres patients, par rapport aux données qu'avaient identifiées et produit nos collègues au Pays de Galles. Et donc là, en l'occurrence, ils se sont concentrés sur les populations pédiatriques, qui nous semblait être aussi une nouvelle frontière, enfin qui leur semblait être une nouvelle frontière, parce que les études initiales avaient été menées chez les adultes. Et là, ils ont mélangé donc ils ont bien différencié, ils ont ajouté les populations pédiatriques de tout âge, en plus des adultes. Et donc là, ils ont pris ils se sont intéressés aux IgG en dessous du 3e percentile pour les valeurs normales. Alors là, c'est une diapositive un peu chargée, qui vous montre ici les âges. Donc on voit bien des tranches d'âge très très détaillées, 0 1 an, 1 2 ans, etc. Je vous laisse lire, et donc plus de 18 ans pour les adultes, avec des populations assez homogènes, avec une petite sous-représentation des moins d'1 an, et donc un taux de gamma globuline de calculated globulin qui oscillait entre 22 et presque 30 ici, avec de très bonnes valeurs de performance statistique du test pour des cut-offs aux alentours entre 20 et 24 pour les petits de moins de 8 ans, 33 pour les 8-10 ans, et puis donc en fonction des tranches d'âge, ils avaient des cut-off values en fonction des corrélations statistiques qui étaient un tout petit peu différentes. Donc ça, c'est un message important à retenir, c'est que il n'y a pas une seule valeur qui va pouvoir coller à toutes les populations. Et donc ça, c'est un papier tout récent qui a été soumis par nos collègues brésiliens. Donc à suivre. Alors de manière importante, et pour respecter mon timing qui est pour l'instant bien respecté, il est important de rappeler que c'est un test de dépistage, donc qui n'a pas valeur diagnostique.
les seules valeurs diagnostiques, c'est les tests dont nous parlons au sujet desquels nous parlons très régulièrement, comme le dosage pondéral des immunoglobulines, GAM, les sous-classes IgG, les sérologies post-vaccinales ou post-infectieuses. Donc, rappeler que ça ne concerne pas que les enfants et que les adultes, les déficits immunitaires primitifs ou secondaires peuvent apparaître à tout âge et donc être idéalement diagnostiqués le plus tôt possible afin d'éviter un certain nombre de comorbidités qui peuvent grever le pronostic vital et très certainement en tout cas la qualité de vie et apporter un fardeau de la maladie et des traitements très lourds. On rappelle les manifestations protéiformes de déficits immunitaires humoraux, qui peuvent, et notamment pour les primitifs, se manifester par des complications inflammatoires qui peuvent précéder les complications infectieuses parfois de nombreuses années avant. Et on voit bien que ce test peut être intéressant parce qu'il est non biaisé. Donc ça ne dépend pas de la formation médicale, ça ne dépend pas du cursus du patient. Est-ce qu'il est suivi d'emblée dans un service qui a bien l'expérience des immunodéficiences, ou est-ce qu'il est suivi dans un service où on va plutôt penser à une colite inflammatoire ou une pathologie inflammatoire rhumatologique et pour lesquelles vraiment la possibilité que ça soit un déficit immunitaire va pas être au premier plan. Et donc ça c'est intéressant. C'est non biaisé, ça peut être systématisé, ça peut être automatisé même, je dirais, au niveau d'un hôpital. Il faut bien sûr corréler cela, et c'est ce qui a été fait dans les travaux publiés avec les données cliniques, donc médicales, repartir au dossier patient pour pouvoir faire ces corrélations. Donc c'est encore pas un outil qui est complètement validé partout, et c'est vraiment, je pense, intéressant pour vous, peut-être, enfin pour un certain nombre d'entre vous, de pouvoir essayer de développer des projets qui pourraient peut-être permettre de mettre ça en place dans vos hôpitaux. Notamment parce que c'est finalement très peu coûteux, c'est très peu coûteux, c'est des tests qui sont faits en biochimie, en routine, je dirais, et qui permettent ensuite de vraiment dépister un maximum de patients avec une hypogamma-globulinémie chez qui on va pouvoir soit confirmer, soit à l'inverse rassurer que ce n'est pas ça. Et l'idée toujours qu'on a à cœur, c'est d'éviter à nos patients, aux patients qui souffrent d'hypogamma, de déficit immunitaire au sens large, mais là en l'occurrence d'hypogamma-globulinémie, une errance diagnostique, une odyssée diagnostique, on utilise même ce terme-là parfois, qui soit extrêmement pénible, et comme ça a été évoqué ce matin, hier aussi, c'est psychologiquement extrêmement éprouvant pour les patients et leur entourage. Donc si on peut contribuer avec une approche systématique, non biaisée et qui a l'avantage de ne pas être trop coûteuse, voire même très peu coûteuse, c'est toujours intéressant.